Ces deux exemples auront suffi pour caractériser cette première remarque, appuyée d'ailleurs de mes notes par une infinité d'autres observations. Je passe à la seconde proposition, qui n'est pas la moins importante à bien établir, celle où j'avance que toutes les images de nos songes émanent des clichés recueillis dans la vie réelle. Comme elle se lie intimement à la troisième proposition relative à la façon dont notre mémoire se meuble, je vais donner quelques exemples qui pourront s'appliquer à toutes les deux. Parmi les lecteurs qui me feront l'honneur de parcourir ce livre, ne s'en rencontrera-t-il point qui se soit demandé parfois comment, n'étant ni architecte, ni sculpteur, ni peintre, ils ont pu entrevoir dans leurs rêves des édifices d'un style remarquable, des peintures ou des statues d'une perfection rare, conçues en apparence du moins par la seule force de leur imagination. Ce fait qu'un homme qui ne saurait, dans l'état de veille, crayonner le moindre bonhomme ni esquisser une simple maisonnette, deviendrait tout à coup, par la seule vertu du sommeil, capable d'inventer des palais splendides et de composer des tableaux de maîtres, serait un fait capital, un fait exorbitant, qu'on veille bien y faire attention. Je m'étonne même extrêmement de ne le voir examiné par aucun des auteurs dont les écrits sur le sommeil et les songes me sont tombés sous les yeux. Néanmoins, ce fait primordial ne pouvant, je crois, être contesté, que l'on aperçoive de temps en temps dans le panorama des songes des monuments et des ouvrages d'art d'une conception forte au-dessus des facultés ordinaires d'invention du songeur et dont il lui semble cependant n'avoir eu jusqu'alors aucune idée, la logique nous conduit à cet inévitable dilemme ou d'accorder une puissance vraiment surnaturelle à l'imagination de l'homme endormi, ou de reconnaître qu'il devait posséder à son insu déjà, dans les arcanes de sa mémoire, tous les clichés souvenirs capables de fournir ces remarquables visions. Poser une telle question, c'est la résoudre. Le surnaturel ne peut jouer aucun rôle dans un recueil d'observations pratiques comme celui-ci. Voyons donc ce que nous dira l'expérience à l'appui de la réponse qu'on s'est déjà faite. Les nombreux dessins coloriés du journal de mes rêves m'ont permis plusieurs fois de retrouver, après un laps de temps assez considérable, le type original de certaines visions dues au souvenir de quelques gravures, de quelques sites ou de quelques passants. Dans une visite à la campagne, chez un parent que nous allions voir de loin en loin, je reconnus une fois, appendue au mur d'un corridor, une vieille caricature sur laquelle semblaient calquer les traits et l'accoutrement d'une sorte de fantôme qui m'était apparu en songe 2 ans auparavant. Plus d'une année s'était écoulée entre l'époque où j'avais dû jeter un coup d'œil sur cette caricature et celle où l'impression que j'en avais évidemment conservée s'était ravivée durant mon sommeil. Le souvenir en paraissait pourtant dès lors bien effacé, puisque j'avais pu dessiner et coloriser le fantôme de mon rêve, sans me douter que rien de semblable eût jamais passé devant mes yeux. Un fait plus extraordinaire, et qui pourrait presque s'appeler une aventure, devait me frapper quelques mois plus tard. J'étais entré désormais dans une période où je ne rêvais guère sans en avoir parfaitement la conscience. Je fis un songe très clair, très suivi, très précis, pendant lequel je me figurais être à Bruxelles, où je n'étais jamais allé. Je me promenais tranquillement, parcourant une rue des plus vivantes, bordée de nombreuses boutiques dont les enseignes bigarrées allongeaient leurs grands bras au-dessus des passants. Voici qui est bien singulier, me disais-je. Il n'est vraiment pas présumable que mon imagination invente absolument tant de détails. Supposer, comme les orientaux, que l'esprit voyage tout seul tandis que le corps sommeille ne me semble pas davantage une hypothèse à laquelle on puisse s'arrêter. Et cependant, je n'ai jamais visité Bruxelles et cependant, voilà bien en perspective cette fameuse église de Sainte-Gudule que je connais pour en avoir vu des gravures. Cette rue, je n'ai nullement le sentiment de l'avoir jamais parcourue dans quelque ville que ce soit. Si ma mémoire peut garder, à l'insu même de mon esprit, des impressions si minutieuses, le fait mérite d'être constaté. Il y aura là très certainement le sujet d'une vérification curieuse. L'essentiel est d'opérer sur des données bien positives et par conséquent de bien observer. Aussitôt, je me mis à examiner l'une des boutiques avec une attention extrême.
de telle sorte que, si je venais un jour à la reconnaître, le moindre doute ne put me rester. Ce fut celle d'un bonnetier, devant laquelle je me figurais être, qui devint le point de mire des yeux de mon esprit ouvert sur ce monde imaginaire. J'y remarquai d'abord, pour enseigne, deux bras croisés, l'un rouge et l'autre blanc, faisant saillie sur la rue et surmontés en guise de couronne d'un énorme bonnet de coton rayé. Je lus plusieurs fois le nom du marchand afin de le bien retenir. Je remarquai le numéro de la maison ainsi que la forme ogivale d'une petite porte ornée à son sommet d'un chiffre enlacé. Puis je secouai le sommeil par ce violent effort de volonté qu'on peut toujours faire quand on a le sentiment d'être endormi, et sans laisser le temps de s'effacer à ces impressions si vives, je me hâtai d'en consigner et d'en dessiner tous les détails avec un grand soin. Quelques mois plus tard, je devais avoir l'occasion de visiter Bruxelles et je n'épargnerai aucune peine pour éclaircir un fait qui, de prime abord, sans que je m'en puisse défendre, m'inspirait les plus fantastiques suppositions. J'attendis l'époque où ma famille devait se rendre en Belgique avec une indicible impatience. Elle arriva. Je courus à l'église de Sainte-Gudule, qui me parut une vieille connaissance. Mais quand je cherchai la rue des enseignes multiformes et de la boutique rêvée, je ne vis rien, absolument rien qui s'en rapprochât. En vain, je parcourus méthodiquement tous les quartiers marchands de cette ville coquette. Il fallut reconnaître l'inutilité de mes recherches et me résigner à y renoncer. À vrai dire, j'aurais été plus effrayé qu'enchanté d'une réussite inespérée qui m'eût jeté nécessairement dans les régions de la fantaisie et du merveilleux. Je savais désormais que je n'avais affaire qu'à un phénomène psychologique probablement explicable. Et sans prévoir s'il me serait jamais donné d'en saisir l'explication précise, je reprenais avec plus de calme l'analyse consciencieuse des phénomènes accessibles à l'investigation humaine. Plusieurs années s'écoulèrent. J'avais presque oublié cet épisode de mes préoccupations d'adolescent lorsque je fus appelé à parcourir diverses parties de l'Allemagne où j'étais allé déjà durant mes plus jeunes ans. Je me trouvais donc à Francfort, fumant tranquillement une cigarette après mon déjeuner, marchant devant moi sans m'être tracé aucun itinéraire. J'entrai dans la rue Judengasse et tout un ensemble d'indéfinissables réminiscences commença vaguement à s'emparer de mon esprit. Je m'efforçais de découvrir la cause de cette impression singulière. Tout à coup, je me rappelai le but de mes inutiles promenades à travers Bruxelles. Sainte-Gudule, assurément, ne se montrait plus en perspective, mais c'était bien la rue dessinée dans le journal de mes rêves, c'étaient bien les mêmes enseignes capricieuses, le même public, le même mouvement qui m'avait jadis si vivement frappé pendant mon sommeil. Une maison, je l'ai dit, avait été surtout de ma part l'objet d'un examen minutieux. Son aspect et son numéro s'étaient fortement gravés dans ma mémoire. Je courus donc à sa recherche, non sans une émotion véritable. Allais-je rencontrer une déception nouvelle ou bien au contraire saisir le dernier mot de l'un des problèmes les plus intéressants que je me fusse posé? Qu'on juge de mon étonnement et tout à la fois de ma joie quand je me vis en face d'une maison si exactement pareille à celle de mon ancien rêve qu'il me semblait presque avoir fait un retour de 6 ans en arrière et ne m'être point encore éveillé. À Paris, j'aurais eu bien des chances pour ne plus retrouver ni cette porte caractéristique, ni son vieux couronnement, ni l'enseigne traditionnelle avec l'immuable nom du commerçant. Mais à Francfort, où la fièvre des démolitions était loin, fort heureusement, d'avoir exercé les mêmes ravages, j'avais la satisfaction de voir confirmer l'opinion que depuis si longtemps je m'étais faite et de la formation des clichés souvenirs à l'insu même de celui qui les recueille et de la netteté des images que ces clichés peuvent reproduire en songe devant les yeux de notre esprit. Évidemment, j'avais parcouru déjà cette rue la première fois que j'étais allé à Francfort, c'est-à-dire 3 ou 4 ans avant l'époque de mon rêve. Et sans que je m'en doutasse, sans que je puisse expliquer de quelle disposition particulière cela dépendit, tous les objets exposés à ma vue se photographiaient instantanément dans ma mémoire avec une admirable précision. Mon attention, cependant, suivant l'acception qu'on donne habituellement à ce mot, devait rester étrangère au travail mystérieux qui s'opérait spontanément,
puisque je n'en avais pas même gardé le moindre souvenir sensible. Il y a là matière à réflexion sérieuse pour quiconque voudra sonder les forces secrètes de l'entendement humain. Une question toutefois reste encore. Pourquoi cette complication de l'église de Sainte-Gudule? Pourquoi ce monument que vous n'aviez jamais vu à l'époque de votre rêve s'est-il trouvé soudé à vos souvenirs de Francfort? En m'appuyant à cet égard sur une infinité d'observations analogues, je répondrai sans hésiter, la première chose à examiner, ce serait le lien qui a pu s'établir par l'association des idées entre la fameuse église de Bruxelles, dont je connaissais l'aspect par des gravures, et cette rue de Francfort, l'un de mes vivants souvenirs. Peut-être le trait d'union se découvrirait-il sur quelques gravures même dans la représentation de deux grandes enseignes qui ornent la façade des maisons voisines de l'église et qui offrent beaucoup d'analogies avec celles dont la rue de Francfort est bordée. Mais ce n'est là qu'un détail d'une minime importance, dominé par des principes que je dois m'attacher d'abord à bien établir. Ces principes admis, l'apparition simultanée de l'église de Bruxelles et de la rue de Francfort demeure un phénomène des plus simples. Une première idée en ayant appelé une seconde, les images correspondantes se sont aussitôt montrées, mariant dans un même tableau d'ensemble deux souvenirs subitement unis. Voyons donc sommairement d'abord comment s'opère en songe la marche des idées, comment elles s'associent et se combinent, quelles sont enfin les premières bases sur lesquelles nos raisonnements pourront s'appuyer.